Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Deux nouveaux features qui viennent d'arriver sur le site web tickerwiz.com. Sur information de marché, j'ai ajouté 2 émulateurs. Donc le premier, c'est un émulateur de TradingView Pine Engine. Donc tu vois, je peux rentrer ton script Pine de TradingView. Donc il y a l'émulateur derrière et qui va émuler, interpréter les instructions de langage Pine et le script Pine en fait. Donc là, par exemple, là j'ai un script de TradingView qui va enregistrer les échantillons, ensuite faire un calcul là-dessus. À partir de SMA, c'est le Simple Moving Average, donc la moyenne mobile simple, et Exponential Moving Average, donc EMA. EMA, c'est la moyenne exponentielle, donc un filtre 1 sur F sur les échantillons. Enfin, RSI, c'est Relative Strength Index, qui mesure un nombre entre 0 et 100, la force d'achat et la force de vente. Donc c'est proche de 100, c'est une forte achat. Et quand c'est en dessous de 50, une forte baisse, donc la vente. Donc plus on s'approche de 0, plus il y a une force de vente importante. Alors je prends l'exemple Apple. Apple, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du début juin, là on voit à partir de 8 juin, le RSI passe en dessous de 50, c'est-à-dire les gens ont tendance à vendre. Donc le prix va bientôt chuter. Alors, déjà, il faut comprendre que le prix stagne. D'accord, stagne, RSI baisse. Donc, RSI précède le prix, c'est-à-dire que d'abord, il y a la transaction, donc il y a le volume, volatilité sur le volume. Ensuite, il y a l'ajustement du prix. On dit que la volatilité de volume précède la volatilité des prix. D'accord, donc d'abord, il y a une masse de vente qui est là. On le trouve ici entre 8 juin et maintenant, par exemple. Ensuite, le prix stagne et enfin, le prix va chuter parce qu'il y a plus de ventes que de l'achat. Donc, c'est le marché de l'offre et la demande. Plus les actions, on se débarrasse, plus on essaie de les vendre et moins elles coûteront cher. Voilà. Donc, on dit que la volatilité du volume précède la volatilité du prix et le RSI ici là, va indiquer la tendance future du cours de Apple, ici. Okay. Par exemple, là, on a une tendance haussière à partir de début avril, entre le 7 avril et juin, début juin, pendant 2 mois. Une tendance plutôt haussière, donc la RSI qui est supérieure à 50. Et à partir de mi-juin, RSI, ça redescend en dessous de 50, donc c'est une force de vente importante. Voilà, donc ça c'est à partir de script Pine de TradingView. J'ai rajouté aussi un deuxième interpréteur, un deuxième émulateur, s'appelle MetaTrader MQL. Donc voilà, donc il faut choisir une date. Par exemple, tout à l'heure, on était sur une date. Ouais, on était sur une date qui n'existait pas, donc ça marchait pas. Donc là, on entre le début des échantillons le 17 mars et le fin des échantillons la semaine dernière le 10 juin. Okay. Et tu peux aussi mettre le capital initial pour calculer les résultats backtest. Donc, pour l'instant, il n'y a pas des ordres d'achat sur Apple, ni d'ordre de vente. Donc, on ne peut pas faire des résultats de backtest. Donc, ici, pareil, on a une tendance haussière entre début avril et début juin. À partir de mi-juin, une tendance plutôt baissière. Donc, il a commencé même un petit peu avant, hein, fin mai. Donc, RSI est en dessous de 50. Ça, en couleur orange, là. Et donc le prix va stagner et il va baisser. Donc on a sur une tendance baissière. Donc il faut éviter les titres Google, Apple en ce moment. On peut essayer pour les autres sociétés, hein, Nvidia par exemple. Ouais, Nvidia c'est le même constat. Hein.
Même constat. Donc, en avril, une tendance haussière. Ça, c'est le prix du share. Ça, c'est RSI. RSI, même on a atteint le maximum à 100, quelque part en 20 avril. Et à partir de début juin, mi-juin, tendance plutôt baissière, avec un RSI en dessous de 50. Voilà, en dessous de 50. 50, c'est là. Hein, c'est 40, 60, 50, c'est là. Et ça a mieux résisté, Nvidia a mieux résisté que Google et Apple parce que donc, RSI il repasse vers le 50. Voilà, il remonte un petit peu. Donc la tendance baissière elle est moins notable. Ok, on peut essayer par exemple Microsoft. Microsoft c'est pareil. Là on a une tendance plutôt haussière à partir d'avril, puisqu'on est au-dessus de RSI au-dessus de 50. Ok, et ça commence à baisser à partir de mi-juin, début juin. Voilà, une baisse qui a duré 2 semaines. Donc, en fait, toutes les actions de Nasdaq 100 sont en train de baisser à partir de début juin. En réalité, le marché est baissière. Pour ceux qui veulent investir, il faut attendre un peu. C'est pas maintenant qu'il faut. Voilà, il faut juste attendre que ça stabilise et ça repart. Par exemple, on peut regarder. Alors, dans les messages privés, on avait dit qu'on va parler de stock picking de New Space, du secteur New Space qui accompagne SpaceX. SpaceX a été introduit au marché il y a exactement 3-4 jours. 4 jours, donc vendredi 12 juin. Alors le ticker, c'est pas SPAX, c'est pas SPAX, c'est SPCX. Ils ont changé au dernier moment. La troisième lettre, c'est C au lieu de A. Donc SPCX. Donc c'est une entreprise qu'on ne présente plus. Alors tu peux regarder dans la liste des actifs. Hein. SPCX, c'est une liste qui est mise à jour récemment. SpaceX, donc introduit en bourse récemment, donc Ça booste, hein, j'ai vu. le 12 juin, ouais, et ça a fait plus 30%, Ouais. en une semaine, ce qui est énorme. Tu crois que ça va continuer? Oui, oui, ça continue. Ah oui, c'est là, ils sont sur une tendance haussière là. Il était introduit à 140, 140, 150. Et là, en espace d'une semaine, il a déjà atteint 200. Donc, plus 30% en une semaine, c'est juste énorme, quoi. Et là, le volume, on le voit aussi, le volume a beaucoup augmenté. Alors, 13 et 14, c'était le week-end, hein, donc c'est pour ça que c'est zéro. Parce que le marché est fermé, le marché Ça fait deux Nasdaq jours. est ouvert entre 3 jours, pardon. 3 jours. lundi et vendredi. Donc, vendredi, le volume d'échange, 522 millions. Lundi, Énorme. 256. Et mardi, 322. C'est-à-dire qu'il y a un volume qui est important. Il y a une volatilité volume. Volatilité volume, ça veut dire volatilité de prix, parce que le volume précède le prix. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de variation de prix. S'il y a variation de volume, ça veut dire que derrière, le prix va beaucoup changer. Et comme on est sur une tendance haussière, ça veut dire que ça va monter beaucoup en fait. Okay. Donc si tu regardes le graphique actuel, on est sûr qu'on est sur une tendance haussière. Alors combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de prédiction. Mais c'est sûr que ça va durer au moins peut-être un mois, 2 mois. Donc voilà. Bon, maintenant c'est peut-être trop tard pour en acheter. C'est déjà, on a déjà raté la fenêtre du temps. Mais bon, c'est une entreprise qui est bien gérée hein, à la base. SpaceX Ouais. est fondée en 2002. Je pense Donc que ça vaut pas le coup d'acheter maintenant. alors, maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est trop tard. Il fallait acheter Non. en prix IPO Vendredi. sur Equity Z. Ouais. À l'époque, qui coûtait 150 $, l'action. Là, ça va monter jusqu'à Hmm. 300, je dirais. Peut-être 300, voire ça dépasse 350, 400. Donc voilà, si tu veux, hein, tu peux toujours en acheter, mais tu vas gagner moins d'argent quoi, que si tu avais acheté plus tôt. Quoi. Bien sûr. Hmm. Alors, SpaceX, c'est quoi? SpaceX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fabrique des fusées, mais pas seulement. Pas seulement parce que aussi, ils gèrent Starlink, des satellites pour accès au réseau sans fil par satellite.
Starlink. Et puis il y a aussi xAI. Donc, xAI, c'est un LLM, une intelligence artificielle. Et derrière, ça s'appelle Croc. Le moteur, c'est Croc, G-R-O-K. Ok, c'est... Alors, le business model, c'est plus simple que ça. Enfin, plus que ça. En fait, ils louent des data centers aux entreprises qui travaillent en intelligence artificielle, qui veulent, qui veulent concentrer leurs services. Et donc, ils louent un data center alimenté et avec 100 000 GPU NVIDIA. Donc, c'est énorme, hein, 100 000 GPU. Donc, c'est ce qu'on appelle un gigawatt scale data center. Okay, et il s'appelle Colossus. Et donc, ils ont associé xAI avec différents acteurs de l'intelligence artificielle. History, pardon. Tu fais la Gantt, organigramme, Gantt, pardon, il va générer. Et c'est l'IA qui va générer le diagramme. Bon, ça prend un peu de temps, mais ça doit marcher. Ouais. En fait, l'IA va chercher plein d'informations sur Internet. Alors, donc, attends, je vais zoomer. Ok, donc je fais plus, comme ça. Donc là, c'est l'histoire de SpaceX. Donc, Elon Musk est né dans les années 70. Musk a des intérêts dans l'espace en 1980 quand il était adolescent. Musk est parti à Pennsylvania en 92. Musk est entré à l'université de Pretoria entre 89 et 92. Ensuite, quelques années plus tard, en 2002, donc 20 ans plus tard, enfin 10 ans plus tard, il a fondé SpaceX. Donc Falcon 1 en 2004. NASA a signé un contrat en 2009. Développement de Falcon 9 en 2006. Tu vois, on passe de Falcon 1 à Falcon 9, tu vois, sans commentaire. Premier vol de Falcon 9 en 2011, donc 5 ans plus tard, tu vois. Le cycle de développement de Falcon 9, c'est 5 ans. Donc on part de 2006 en 2011. Falcon 9 2011, First Flight, Maiden Flight. En Dragon Spacecraft, donc l'évolution de Falcon 9, tu vois, en 2011. Enfin, en un an, on est passé de Falcon 9 à Dragon, quoi. Crew Dragon, donc c'est pour emporter les gens dans l'espace. Crew Dragon. Ensuite, booster de Falcon 9, landing, donc l'atterrissage vertical en 2016. Donc 6 ans plus tard. Donc déjà, ils ont mis 5 ans pour faire Falcon 9, 6 ans pour faire l'atterrissage vertical. Ensuite, First Orbital Starship en 2024. Tu vois, là on a le concentré de Falcon 9. Entre Falcon 9 en 2006, le développement démarre en 2006, et le Starship en 2024, ça a pris quand même presque 20 ans, 18 ans. Notamment, récemment, ils ont signé un contrat avec, il me semble, avec Google pour gonfler un peu leur chiffre d'affaires. Je crois que c'est 920 millions de dollars par mois de frais de location, pour louer le data center xAI de SpaceX. Voilà, 920 millions de dollars américains. C'est une location mensuelle, hein. Donc derrière, c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux. Alors il y a Anthropic et Google, les deux entreprises qui sont intéressées. Et Elon Musk a fait tout pour exclure OpenAI, parce qu'il y a eu un procès monumental entre OpenAI et SpaceX et Elon Musk, en fait. Parce que Elon Musk voudrait prendre l'ascendant sur OpenAI, parce qu'il a sponsorisé OpenAI il y a 7 ans en arrière, donc 2019. Il pense que c'est lui, ouais. Voilà. Donc il pense que ça lui appartient parce qu'il a mis de l'argent au début.
Voilà. Et Sam Altman, le PDG de OpenAI, a catégoriquement refusé toutes les propositions, toutes les offres de Elon Musk sur un... En fait, c'est... C'est-à-dire que le premier investissement de Musk a été, comment dire, a été repoussé par Microsoft, en fait. Et c'est Microsoft qui a repris la suite des investissements sur OpenAI. Oui, tout fait derrière. Ouais, Ouais, ouais. Et en fait, je me rappelle, ouais. c'est la guerre entre Microsoft et Et SpaceX. elle, ouais. Et Elon Musk, en fait. En réalité, c'est la guerre entre ces deux entreprises. Et l'enjeu, c'est OpenAI, hein. OpenAI, c'est le bijou voilà, qui est le centre, c'est l'enjeu entre Microsoft et, euh, SpaceX. Voilà, tu auras c'est Ce qui lui magnifique. manque, en fait, Elon Musk. C'est ce qui lui manque, en fait. Ce truc. Ouais, c'est ça. En fait, il voudrait avoir une C'est pépite. une entité qui lui manque dans son panel de société. C'est ça, exactement, ouais. Exactement. Il souhaite obtenir une entreprise qui est surcotée, hein. OpenAI est surcoté en fait. OpenAI et Anthropic, les deux entreprises qui travaillent dans l'intelligence artificielle, sont actuellement très attendues, hein. Se sont introduits en bourse dans pas longtemps, dans un mois ou deux, et ils vont rejoindre probablement alors peut-être pas les C'est Magnifiques, mais au moins les top 10 de Nasdaq, ça c'est sûr certain, top 10, top 20 quoi. Donc voilà, donc on va attendre quelques mois pour savoir comment ça va évoluer, hein. Alors maintenant, si je regarde les sets magnifiques, ils sont très, très demandés actuellement, même si la plupart sont sur une tendance baissière en juin 2026. Alors, il y a un truc qui s'appelle Eval Stock Picking, je crois que j'ai déjà montré plusieurs fois. Tu peux mettre les tickers ici et évaluer la Effectivement. différence entre deux dates. Par exemple, si tu prends, on a dit Microsoft, hein, Microsoft, Google, Apple, par exemple, et Intel, pardon, et AMD. Si on regarde en 2 mois, par exemple Hum, le 15 avril jusqu'à maintenant. Ah, ça, une ouais, faute de ça va être frappe. boursier. Apple. Voilà. Alors, donc Microsoft, Google, Apple, Intel, AMD. Hop, 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 Hum, hop. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sociétés. Donc, depuis le mois de avril, 15 avril jusqu'à maintenant, là, on voit un maximum de PNL sur AMD, plus 121%. Sur Intel, pareil, plus 85, 96%. Depuis 2 mois, ils ont pris beaucoup de valeur, quoi, ces entreprises. Parce qu'ils ont publié leur bilan et ils ont un bilan plutôt positif. Voilà. Donc c'est ouvert. Donc pour ceux qui ont raté la fenêtre du temps, aujourd'hui, il ne faut plus rien faire. Il ne faut plus acheter Microsoft, Google, Apple, Intel, AMD. Il faut laisser passer la tendance. Il ne faut jamais acheter lorsque vous voyez du bonheur. Voilà. Le bonheur, c'est la source du malheur. La première chose qu'on apprend c'est vrai. à l'école de commerce. La première erreur des novices, c'est en pensant qu'on a un fort potentiel, un fort PNL, une forte augmentation, et on va se ruer dessus. Ok. On va acheter ce qui a de la valeur. Alors, ça c'est le Hum, truc qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il faut toujours se souvenir que le ouais. bonheur est un mirage, et le bonheur, c'est la source du malheur. D'accord. Donc, à chaque fois, vous voyez vert comme ça, plus 121%, plus 96%, on a l'impression c'est l'euphorie, et en fait, c'est l'inverse. Mhm. C'est juste le malheur. Il ne faut pas acheter en juin 2026. Aujourd'hui, on est sommes le 17 juin. Il ne faut pas acheter Intel et AMD. D'accord. Parce Ok. qu'ils sont très positifs. Ils sont très positifs. Ils ont pris plus de 221% en espace de 2 mois. Et pour Intel, plus 96%. Plus 121%, c'est pas rien, hein. C'est énorme. Alors, Et non, ouais. c'est plus, plus on est dans un environnement concurrentiel, tous les actions augmentent, certes, mais il y en a beaucoup d'actions qui augmentent beaucoup plus que les autres.
On a appelé ça la vitesse relative. Je crois que j'ai déjà expliqué dans les facteurs bêta ce que c'est la vitesse relative. La vitesse relative, c'est la vitesse portée par l'entreprise lorsqu'elle a réussi à avancer dans son roadmap, lorsqu'elle a avancé dans son progrès, lorsqu'elle a accompli certains objectifs. Il y a une récompense. Et dans le système capitaliste, la récompense, c'est l'argent. Et c'est les investisseurs qui vont investir dessus. Et c'est pour ça que ça prend la valeur. Il y a une loi, ça s'appelle le CML, en français, la ligne du marché des capitaux, Capital Market Line, qui dit que, en fait, déjà, c'est une droite qui est tangente à la tracée de l'ellipse de Markowitz, qu'on appelle la frontière efficiente de Markowitz. Cette pointe tangente représente un point optimum. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les anciens épisodes de Ticker-Wiz, il faut arrêter juste les anciens épisodes. Bon, aujourd'hui, on va juste faire une petite révision et on va essayer de comprendre ce que c'est le facteur bêta dans l'équation CML de la Capital Market Line. Ok. Et on va regarder, alors pour ça, on va reprendre ces 5 titres, Microsoft, Google, Apple, Intel, AMD. Okay, on va regarder leur facteur bêta. Alors, dans outils d'évaluation, on peut choisir 3 bases de données, bon, n'importe laquelle. Hein. Par exemple, ici, je vais prendre la base 3, par exemple, bon, peu importe. La base 3, dont on choisit le fournisseur d'accès de données Nasdaq, Yahoo, par exemple. On va faire téléchargement des performances quotidiennes. Donc là, c'est les variations des performances quotidiennes sur une période de 1 mois, par exemple. Là, on a la matrice de covariance. On fait export Excel. Donc, export Excel va nous donner une fiche Excel qui correspond à ces 5 titres qu'on avait demandé. Donc ici, on active activer la modification. Alors là, on a le facteur bêta qui est là. Il y a 2 manières de calculer le facteur bêta. Le premier, c'est utiliser la fonction pente. Pente, ça veut dire slope en anglais. Slope, ça veut dire un nuage de points. Et on trace la ligne droite qui est à l'intérieur qui trace l'intérieur du nuage de points. Alors pour faire une image rapide, je vais faire un dessin, peut-être que c'est plus simple. Alors imagine, on a ici le marché représenté par Nasdaq 100, NDX, c'est Nasdaq 100. On l'a dans l'abscisse, ok. Là c'est Nasdaq 100. Et en ordonnée, on a les performances de notre sous-jacent. Ici, par exemple, on a dit une des 5 sociétés, par exemple Microsoft. Donc, si on place la performance de Microsoft par rapport à la performance de Nasdaq 100, donc bleu sur rouge, donc en rouge, c'est NDX. Donc, ici, alors NDX, alors X c'est NDX et Y c'est MSFT. Donc là, on a 2 négatifs, donc -1 et -0,06. Donc, c'est un point ici. On va dessiner un point qui est là. Donc, c'est en dessous, c'est négatif. Okay. C'est négatif ici, c'est plus ici. Les deux sont négatifs, donc les deux varient dans le même sens. Ensuite, les deux sont proches de 0, positif, donc les deux varient dans le même sens. Ok, etc. Donc, c'est pas toujours dans le même sens. Hein. Par exemple, pour le 2 juin, Microsoft est négatif, une variation négative, et Nasdaq, une variation positive. Donc, on a -0,04, et là, c'est -0,04. Donc, voilà, donc Microsoft est négatif, donc c'est négatif là, et NDX est positif. Okay, donc, positif, c'est là. Donc, en fait, tu traces un nuage de points en fonction des 2 colonnes. Donc, je dessine un peu aléatoirement. Ok. Alors, donc, si on a un nuage de points de cette manière-là, par exemple, tu peux tracer une ligne droite qui traverse le nuage de points au milieu. Ça s'appelle la fonction pente en français et la fonction slope en anglais. Et ce coefficient directeur de cette droite s'appelle le facteur bêta. Voilà. Le coefficient directeur, c'est ça. Ok. Donc là, on a 43,68%. Alors, si c'est une pente de 100%, ça veut dire que Microsoft est 100% corrélé à Nasdaq 100. Si c'est 43%,
c'est-à-dire qu'elle est quand même corrélée, mais à 43%. Si c'est 0%, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout corrélée à Nasdaq 100. Et si c'est négative, ça veut dire qu'il évolue dans le sens inverse. Okay, donc on aurait une pente comme ça, négative. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc on dit que Microsoft est porté par Nasdaq 100 puisque les deux évoluent dans le même sens. D'accord ? Et qu'elle est relativement corrélée à Nasdaq 100 puisqu'à 43,68%. Si on regarde Intel et AMD qui sont à 213% et 260%, on dit qu'il y a un effet amplificateur. C'est un amplificateur, c'est-à-dire que leur vitesse relative est très grande et que NDX, Nasdaq 100 a pris par exemple une performance de 5%, eux ils ont pris une performance de 16% et 26% respectivement pour Intel et AMD. Et ça veut dire que là, si on fait 16% divisé par 5%, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de 4 fois, presque 4 fois, 3 fois supérieure à Nasdaq. D'accord ? Donc AMD, pareil, AMD 26%, donc c'est 26 divisé par 5, c'est 5 fois. Donc ils ont chacun un effet amplificateur. Donc Intel 3 fois supérieur à l'évolution de Nasdaq 100, et AMD 5 fois. 3 fois et 5 fois. Donc c'est pour ça que leur facteur bêta est énorme, tu vois. Parce que c'est une façon de voir la corrélation entre les deux évolutions. Alors ça, c'est la première façon de calculer le facteur bêta. La deuxième façon de calculer le facteur bêta, c'est prendre la covariance de AMD et ensuite AMD et Nasdaq 100 et ensuite diviser par la variance de Nasdaq 100. Alors, je vais regarder si dans la base de données, celui-là, je peux le faire. Je vais regarder si dans l'autre base de données, j'ai la même chose. Export Excel. Je vais regarder si. Voilà. Si on a. Pour vérifier que ça marche. Alors, dans la première base de données, je n'ai pas encore implémenté le facteur bêta. Je pas encore calculé. Bon, c'est pas grave. Donc, dans la troisième base de données, j'ai ajouté le facteur bêta. Donc, voilà, la formule, c'est, j'écris, c'est covariance de A par rapport à B. Donc, B, c'est Nasdaq 100. Hein. A, c'est la société qu'on va étudier, par exemple AMD, divisé par la variance de B. B, c'est Nasdaq 100. Alors, variance de B, c'est quoi? Variance de B, c'est aussi la covariance de B par rapport à lui-même. Voilà, ça, c'est la loi mathématique de statistique. Donc, la variance de Nasdaq 100, c'est la covariance de lui-même. De Nasdaq 100 par rapport à lui-même, ça fait la variance. Donc, si on prend la covariance de A, B, divisé par la variance de B, on aura si c'est. La variance, c'est standard deviation et A de ça au carré. Voilà, au carré. Voilà, ça c'est la variance. Ça c'est la variance. C'est standard deviation. Standard deviation de cette colonne au carré. Donc on a la variance. Ok. Donc, maintenant on va regarder la covariance. Donc covariance standard deviation de cette colonne Microsoft par rapport à Nasdaq divisé par la variance de B. Donc on a exactement la même chose. Tu vois, 43%. 43% et en fait, c'est la même chose. 43,68%, tu vois. Donc la formule fonctionne. Donc, ça, c'est une manière de calculer. Rassurant. Ouais. Que, voilà. Donc là, si je fais les autres 213% et 260%. Donc là, c'est la deuxième façon de calculer le facteur bêta à partir de la covariance. Et donc, on a la même chose avec la formule de la pente. Okay, pente et covariance. Voilà, c'est deux formules mathématiques qui permettent de calculer le facteur bêta. Alors, ce facteur bêta est important parce que le ratio de Sharpe dans l'équation CML est en rapport avec le facteur bêta. Savoir que RF c'est le taux sans risque
taux sans risque, c'est le bon de trésor américain sur une période d'un an. C'est ce taux-là qui est utilisé pour calculer RF, et ce taux-là vaut 4% de nos jours, en 2026, si tu peux regarder sur Internet. C'est un taux qui est normalisé par l'État américain. Hein. Non, bon, allez, donc c'est Trezor Bond US, 1 year. Voilà, c'est la cotation actuelle. Donc tu peux regarder sur n'importe quel site sur Internet. Non, c'est 4%. À 3,844, on va arrondir à 4%. Donc ça, c'est le RF. RF, c'est le US 1 year Treasury Bond. Okay. Donc permet de créer le Sigma P. Hello, Salut Fabien, Salut Fabien. ça va? Salut. Salut, tu viens de ça va, rejoindre? ça va. Ouais, j'ai fait au mieux et donc là, je viens de quitter l'ascenseur. Donc, je coupe le son parce que j'aurai un peu de bruit, mais je suis là. En train de regarder les évolutions des grandes sociétés de Nasdaq, on voit qu'on est plutôt sur une tendance baissière. Candles flashing clean, green lines climbing, know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Ticker whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Ticker whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye.